suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, place au titre. La publication des résultats des examens d'État est bel et bien effective. Elle est intervenue ce jeudi à Kinshasa Moamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Équateur 1, Kwilu 1. Ce sont donc là les provinces concernées. Qu'en est-il de l'avantage et des avantages de l'enseignement à distance, autrement appelé e-learning, mis en lumière depuis l'apparition de la Covid-19? Ce système est de plus en plus en vue en République démocratique du Congo. Comment les apprenants s'y prennent-ils? Des détails dans ce journal. Et puis, lancement du concours Muntu Award à Kinshasa. Ce prix a pour but d'honorer les acteurs congolais dans le monde du numérique. Vous aurez également le détail dans ce journal. C'est le 19h sur les RT Éduc. Heureux de vous retrouver. Début effectif de la publication des résultats de la 58e édition des examens d'État. Ces premiers résultats concernent les meilleurs lauréats de 5 provinces éducationnelles, à savoir Kinshasa Moamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Pour cette édition, le taux de réussite pour l'ensemble des 30 provinces éducationnelles traitées est de 60% d'après l'inspection générale organe technique. On écoute justement à ce propos l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. On comprend bien qu'il y a avancé, il y a amélioration. Le nombre de filles participantes a augmenté. Nous prenons par exemple la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba. C'est donc siège à Limete. Le nombre de filles, en termes de pourcentage, les filles, 74% de réussite pour les filles. Et les garçons, 64%. C'est encourageant. Il faudrait bien les féliciter. Kinshasa Plateau, c'est donc Kinkole, le siège c'est de ce côté-là. Et vous avez pour les filles 84% de réussite, les garçons 68% de participants. Alors, Congo Central 1, avec siège Matadi, vous avez pour les filles 72% de réussite et les garçons c'est 53% de réussite. Là il y a diminution pour cette année pour les garçons, alors que chez les filles c'est une montée assez bien remarquable. Mais vous avez également la province du Kwilu, 66% des garçons et 67% pour les filles. Et voilà, dans l'ensemble. Nous signalons également l'Équateur, 1, Mbandaka. Vous avez dans l'ensemble 67% de réussite pour les filles et 63% pour les garçons. Une particularité a été observée lors de la publication des résultats de l'ex-État d'édition 2023-2024. L'inspection générale à l'éducation nationale tient au respect de la vie privée des lauréats. En effet, leurs noms n'ont pas été divulgués sur la place publique. Il en est des mêmes du palmarès. Mais qu'est-ce qui motive justement cette décision? La question était posée à André Makonda, inspecteur principal et président du Centre national de correction à l'éducation nationale. La publication a commencé. Aujourd'hui, nous allons lancer les 5 provinces éducationnelles que vous venez de citer. Donc, dans quelques heures qui suivent, les résultats seront là et les élèves vont se réjouir. Mais nous devons nous entendre sur quelque chose. J'ai insisté sur la protection de la vie privée des gens. Vous ne verrez plus jamais un palmarès qui donne une école avec les candidats placés soit en ordre de pourcentage, soit en ordre alphabétique, et à côté, vous avez leur pourcentage. Ça, ce sont des manières qui ne permettent pas le respect de la vie privée des gens. Et nous devons savoir aussi que l'école n'est pas une finalité en soi.
Mais l'école est un moyen qui nous permet d'avoir un cursus qui nous amènera à la vie professionnelle. Mais croyez-nous que le candidat qui obtient 80% aujourd'hui peut être moins performant dans la vie professionnelle que celui qui a obtenu 50%. Donc ce sont des réalités que nous connaissons et nous devons protéger l'identité des gens lorsque nous publions les résultats. Après 3 jours, le 28, nous pouvons lancer encore quelques provinces éducationnelles et puis nous avançons. Ce qu'il faudrait savoir est que avant la rentrée scolaire, nous devons terminer avec la publication. Donc autour du 20, nous fournissons un effort pour terminer. Si vous ne comptez pas la journée d'hier, moi je vous dis que nous avons déjà commencé la publication le 24. Alors, voyez le 24 du mois prochain, la publication de l'examen d'État entrera dans l'histoire pour 2024. Et s'agissant toujours de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2024, le secrétaire général ad interim à l'éducation nationale, Mathieu Mukenge, rappelle à l'opinion qu'il est strictement interdit aux candidats ainsi que leurs proches de se livrer aux actes désobligeants tels que tapage, ivresse publique, vagabondage, usage abusif de moyens de transport de nature à troubler la quiétude et l'ordre public. Il signale par ailleurs que les services de l'ordre sont à pied d'œuvre pour interpeller les contrevenants auteurs de ces actes inciviques. Parlons à présent du déroulement de l'examen de certification dans le Kwilu. L'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Kassonga, a tenu à une amélioration de la qualité de ses épreuves dans sa juridiction. Il revient également sur la faible participation des élèves dans les options techniques. J'ai un service chargé des évaluations pédagogiques avec une bonne équipe. Et sur terrain aussi, nous avons des acteurs, des inspecteurs chefs de poule, nous avons des administratifs qui sont les chefs de sous-division, les gestionnaires, nous avons les chefs d'établissement. Donc le secret ici, c'est l'appui, les efforts fournis par les uns et les autres. Vous avez pu le constater, tout s'est passé dans le calme et dans l'ambiance bon enfant à travers toute la province éducationnelle du Kwilu 1. Nous n'avons pas connu d'incident, vous en êtes témoin, tout s'est bien passé. Un peu de regret, la baisse des effectifs des élèves par rapport à la session 2023 qui se chiffre à l'ordre de 1191 candidats, c'est ce qui représente 7% par rapport à cette année ici. Et c'est ça notre regret. Et c'est ça qui fait notre regret. Et par rapport à ces effectifs qui sont de l'ordre de 15 287, comme je l'avais dit lors du lancement, nous avons pu constater, ou nous constatons, et c'est ça la réalité, que 70% de ces élèves, de ces effectifs, sont des options d'enseignement secondaire général et normal. Les 30% qui restent, et seuls les 30% représentent l'enseignement technique et professionnel. Dans la province éducationnelle Ituri 1 se tient les obsèques du prophète Jean-Jacques Masumbuko Butaka, dont le corps a été exposé depuis le 23 juillet courant à la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Ituri 1, où les derniers hommages lui ont été rendus par les agents et cadres en présence du vice-gouverneur policier de l'Ituri, Raous Chaloué.
Tu restes à jamais dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Tu étais une école pour nous. En fait, sous les phrases prononcées ce 23 juillet 2024 par amis et connaissances, lors du dernier hommage rendu à mémoire de Jean-Jacques Masumbuko Butaka, le directeur provincial de l'Ituri 1, décédé le 19 juillet 2024 d'une mort inattendue. Dans une cérémonie de revoir à la direction provinciale de l'Ituri 1, les agents et cadres représentés par le chef des services généraux de l'Ituri 1. Plusieurs questions suite à la mort du prophète Jean-Jacques Masumbuko restent sans une réponse. Les questions de beaucoup de gens se posent comme d'habitude lorsqu'elles apprennent un cas de décès sont les suivants. Le défunt était-il malade? De quoi a-t-il souffert? Nous vous dirons tout de suite que notre autorité n'avait pas manifesté quelconque signe. La vie vaut peu de choses. L'inspecteur principal provincial de l'Ituri 1, Ferdinand Bossenda Oulumbo, n'a pas réussi à terminer sa phrase suite d'un état affectif envers Jean-Jacques Masumbuko. La vie vaut peu de choses. Hier, tu étais comme nous et demain, nous serons comme vous. Mon cœur. Reconnaissant de ses qualités dans les systèmes éducatifs, le Kouninebe Thierry, l'honorable dignitaire d'État et secrétaire général académique de l'ISP Bounia, se rappelle de ses conseils. Jacques, vous étiez engagé avec l'éducation, vous avez donné des conseils, vous nous avez soutenus. Les prophètes de la province éducationnelle Otolé 2, représentant de tous les prophètes du Congo, a présenté le message de condoléances au nom de ses collègues. Au nom de tous vos collègues de la République démocratique du Congo et au mien propre, nous présentons nos sincères condoléances aux âmes meurtries par votre disparition. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Raous Tchaloué, au nom du gouverneur militaire, a présenté son message d'empathie, accompagné de quelques souvenirs. Le dernier tour qu'on a fait avec toi dans les écoles disait les élèves finalistes, faites les 100% pour que je monte les grades. Est-ce que c'est ça les grades que tu voulais? Non. Pour ses souvenirs, Jean-Jacques Masumbuko Butaka, en vain son enterrement, est appelé lors de cette cérémonie le corps de Jean-Jacques. Adieu le petit warrior, adieu les prophètes militaires, tes images ne seront plus visibles sur la RTD. Puisse son âme reposer en paix. Qu'en est-il de l'avantage et des avantages de l'enseignement à distance, autrement appelé e-learning, qui est un système qui consiste à l'usage de nouvelles technologies multimédia et de l'Internet pour apprendre ou partager des connaissances. Ces systèmes institués justement en République démocratique du Congo depuis les années 1971, aujourd'hui mis en valeur depuis l'évasion de la pandémie de la Covid-19. Avec e-learning, l'apprenant ne se sent plus obligé d'être devant son enseignant pour suivre ses cours ou encore pour être évalué, mais plutôt devant son ordinateur ou smartphone. Jadis moins accessible pour les uns, peu intéressant pour les autres, l'enseignement à distance a connu son essor de la plus belle manière au cours de ces dernières années et présente beaucoup d'avantages, estime Guillaume King-Farrell, secrétaire facultaire en presse info de l'UNIC et expert en numérique. Le premier avantage est que l'étudiant est libre et deuxièmement, l'étudiant est dans une situation psychologique où l'étudiant n'a pas une contrainte, il n'est pas devant un professeur en présentiel. Et il est libre de suivre le cours. Donc il y a cet effet psychologique qui joue. Le deuxième avantage, c'est que vous apprenez à votre rythme. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de travailler, vous pouvez faire d'autres activités en même temps aussi. Vous êtes en train d'apprendre. Le numérique, c'est réellement un facteur de développement, un facteur d'éducation. Par preuve, dans les universités, dans le plan national du numérique, c'est l'implémentation, l'installation de l'Internet dans les universités, dans les écoles. Pourquoi? C'est pour que les étudiants, les élèves puissent d'abord avoir la culture du numérique et cela leur permettra de faire leurs recherches librement. Et d'acquérir des connaissances. Dans l'optique de booster et pérenniser ce type d'enseignement en RD Congo, les établissements éducatifs ont été connectés au réseau Internet, question de faciliter l'apprentissage aux apprenants, précise Guillaume King-Farrell. Le monde évolue, vous n'êtes toujours pas obligé d'être en présentiel. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu Covid-19, les entreprises ont fonctionné, les entreprises de télécommunications ont fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le travail à domicile.
C'est ça au fait même, l'apprentissage en ligne ou les échanges en ligne. Vous avez vu. Donc, cela est un facteur de développement. Cela est un facteur majeur où l'apprentissage en ligne devient un vecteur même que nous devons mettre sur pied pour que nos étudiants, nos élèves puissent s'approprier et pour en faire bon usage. Notons que l'enseignement à distance tire son origine des Royaumes-Unis vers les années 1600, lorsque des cours par correspondance ont été utilisés pour la première fois par la Royal Society de Londres pour enseigner les mathématiques à ses membres bien avant la mise au point d'une méthode d'enseignement sténographie en 1858 par l'inventeur britannique Isaac Pitman. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé la cérémonie de signature du contrat de mandat entre le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussard, représentant l'État actionnaire, et l'ensemble de mandataires publics des entreprises du portefeuille. Objectif, améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants. Le gouvernement et les mandataires publics s'engagent à renforcer la bonne gouvernance pour des résultats probants. Sous les auspices de la Première ministre, les mandataires publics ont signé le contrat de mandat avec le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, représentant l'État actionnaire. Composé de 23 articles, le document signé fixe la durée du mandat et détermine les droits et obligations de chaque partie du contrat. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué la tenue de ces assises qui matérialisent la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Pour sa part, le ministre du portefeuille a interpellé les mandataires publics sur la bonne gouvernance pour atteindre les résultats attendus. Tous les rapports en ma possession confirment la persistance de cet état de choses. Le problème de gouvernance, comme celui de la gestion, demeure préoccupant et les cas sont légion. En vue d'échanger la trajectoire, il devient impérieux, dans un premier temps, comme l'a indiqué le président de la République, chef de l'État, et en attendant des mesures qui vont suivre en vue de l'amélioration de la performance des entreprises du portefeuille de l'État, de procéder à la signature de contrats de mandat en présence de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les mandataires publics, la signature des contrats de mandat de ce jour amorce un processus dont les directives assignées vous amèneront à renforcer la bonne gouvernance, à améliorer la gestion des entreprises que vous dirigez, à les inscrire dans la dynamique de production de biens et services, à créer et à redistribuer la richesse. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Parmi ceux-ci, les vice-premiers ministres de l'économie nationale, de l'intérieur et celui des transports, mais également les ministres du budget, de la recherche scientifique, ainsi que celui de la formation professionnelle. Issus de cette cérémonie, quelques mandataires des entreprises du portefeuille de l'État ont salué cette initiative qui trace la ligne de conduite en vue d'atteindre les objectifs assignés et par conséquent améliorer le social des Congolais. Le gouvernement est l'actionnaire unique, donc c'est le propriétaire de cette entreprise dans laquelle nous avons été désignés mandataires par le président de la République, nous trace la ligne à conduire et nous prenons des engagements vis-à-vis de lui sur les procédures que nous allons respecter pendant le timing convenu pour atteindre les objectifs qui sont naturellement ceux de rentabiliser ces entreprises qui sont mises sous notre gestion en tant
présidents du conseil d'administration, administrateurs, directeurs généraux, etc. Les paroles de Madame la Première ministre ont été assez claires sur cette question. Il a fallu à ce qu'elle puisse insister sur le besoin de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, mais aussi du sens du devoir, parce que chaque entreprise du portefeuille garde un secteur précis de la vie des Congolais. Donc si toutes ces sociétés deviennent réellement performantes, nous allons réaliser des grandes choses pour nos populations et pour la vie des Congolais. Les Émirats arabes unis souhaitent apporter de l'électricité en République démocratique du Congo. Dans cette optique, le groupe Jampour, une société basée à Dubaï, spécialisée dans l'énergie, la logistique et les mines, a rencontré le ministre des Ressources hydroélectriques et ressources hydrauliques, allais-je dire, et de l'électricité de la République démocratique du Congo, Teddy Luamba. Il voulait que nous puissions amener la centrale d'énergie. Et nous sommes prêts en principe pour ramener l'énergie en RDC. Nous allons utiliser soit des huiles lourdes ou bien les gaz ou les diesels. Et l'équipe qui était venue nous voir à Dubaï, l'avons promis que nous allons venir rencontrer le ministre pour en discuter. Cependant, nous sommes prêts dans les 6 mois à ramener l'électricité qu'il nous faut. Le groupe Jampour a des centrales qui peuvent mettre sur terre et nous pouvons aussi amener des compteurs d'eau et d'électricité en addition, les transformateurs et les câbles. Et nous avons eu de très bonnes discussions avec le ministre et nous sommes optimistes que quelque chose va se dégager après cet entretien. Quant à la faisabilité, nos équipes vont discuter de ça. Aujourd'hui, on a discuté en général, mais il y aura des commissions qui vont discuter de façon spécifique. Les équipes vont échanger, puis nous reviendrons. Our team will discuss with his team and then we will come up with the final conclusion. Lutte contre les fake news et autres abus dans les médias et réseaux sociaux. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, en fait son cheval de bataille. Ce dernier a déclaré qu'une série de mesures seront prises pour endiguer ce fléau. Les réseaux sociaux congolais sont pollués. À longueur de journée, c'est de nombreux fake news qui y sont diffusés. Pour certains utilisateurs, ils sont devenus un espace pour régler de comptes à des potentiels adversaires. C'est ainsi que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'en va en guerre contre ce phénomène. Ce dernier veut mener une lutte acharnée pour rendre salubre ces milieux. Il affirme de mécanismes pour contrer la diffusion de fake news et contre la manipulation de l'ennemi. Patrick Mouyaya promet de prendre contact avec le responsable de sociétés Facebook, TikTok et autres pour prévenir la diffusion sur le plateforme de contenus portant atteinte aux bonnes mœurs. Na makambo etali éducation tope kokola ya bana na biso, biso nyonso toza na responsabilité comme baboti. Yango soki botali pe bien na ba télévision tope na ba bouquet bomonaka ba programme mususu bakomaka -16, -12. Ba misusu pe ba alaka na ba code o balobaka code par an. Po yebi ke soki na chaîne à partir à telle heure balakisaka biloko malamu te okoki ko verrouiller che code po mwana na razala na accepter. Kasi discussion za makasi mingi na bolandi oyo ministre Abosemba ota kolobawa. Même na ba dessin animé parfois, eza na ba comportement oyo eza compatible na culture oyo ya bisote. Kasi na musala oyo ba acteur misa tuto mine baza important na kati. Ngai naza na responsabilité etali ngai parce que biso to gérera o dans le poto to bengaka contenant. C'est sac ndata la kao etali contenu. Tope oyo biloko yo ba média et la kisaka. Na ba dimension mususu ezape bino ba pandisango. To ba o bazara na ba TV. Na ba oyo parce que to komi pe na ba catégorie ya sika. Ya bato tozo benga ba influenceur. Bango pe baza na bato balandaka bango. Kasi biloko bango ba kabolaka. Na ba réseaux sociaux na bango ezalaka biloko ya ndenge nini. Biso na bino atozo bunda po bobi ke banguna na biso tous les jours ba fabrikaka ba fake news
la cadre amanda nabiso o yasika au président na premier ministre ba pesi biso responsabilité to ko continuer pe musala à salubrité médiatique dimension o biso il faut to intégrer to travailler on a ministre o atali makambo numérique poste télécommunication parce que ça ba question transversale et ça ba Facebook TikTok il faut tout solo là na ba responsable nango ba kambi nango pour ceux qui biso pe to moni qui les kisi to ko kipe ko katango. Le ministre des Médias demande aux journalistes et aux autres parents de bien surveiller les contenus que suivent les enfants sur les réseaux sociaux pour ne pas les exposer. On revient à la clôture du séminaire de renforcement des capacités sur les syndications de journalistes en République démocratique du Congo. Après échanges fructueux et travaux intenses, les recommandations de ce forum contribueront à l'amélioration des conditions de travail et sociales de professionnels de médias. Le point avec Chanchan Moutoupa. Après 2 jours d'intenses travaux, les syndicalistes journalistes ont été suffisamment outillés pour mieux défendre la corporation. Cécile Chiombo, syndicaliste expérimenté qui a pris part à ces travaux, a partagé son expérience avec les participants. Rigen Boukassa, avocat de carrière, qui a exposé sur les instruments juridiques qui garantissent les droits des journalistes, s'est dit satisfait du déroulement et pense que les journalistes syndicalistes sont suffisamment outillés pour mieux défendre leur cause. Il est à souligner que ce séminaire a été organisé avec l'appui de la Fédération internationale des journalistes, FIJ. Prenons autre chose à présent. L'église Mission Glorieuse de Jésus, communauté 24, organise une conférence de 3 jours dans l'enceinte du temple de cette communauté dans le but de renforcer la capacité spirituelle de ses fidèles chrétiens. Une activité qui tombe aussi à l'occasion de l'organisation de l'anniversaire du révérend pasteur Rosia Doumbouyi. Regarde. Dans l'objectif de renforcer la spiritualité de ses fidèles, l'église Mission Glorieuse de Jésus Communauté 24 organise une conférence d'évangélisation autour du thème « Jésus qui te protège est plus fort que tes ennemis ». Ce sont des dizaines de fidèles venus de 24 communes de Kinshasa qui ont assiégé les temples de cette communauté chrétienne que dirige révérend pasteur Rosia Doumbouyi, qui célèbre également son 39e anniversaire. La conférence Mission Glorieuse de Jésus Communion 2024 est organisée à l'occasion du 39e anniversaire du ministère du révérend pasteur Mosca Tombal, qui aura lieu ce dimanche 28 juillet 2024, jour qui coïncidera avec la clôture de la dite conférence. Le thème choisi pour la Communion 2024 est « Jésus qui te protège est plus fort que les ennemis qui te combattent ». Il sera décortiqué par 4 éminents orateurs et serviteurs de Dieu, à savoir le révérend Maurice Katumba, le révérend Étienne Chinama, le révérend Louzimadio et le révérend Elmen. Nous demeurons convaincus que pendant cette conférence, il va utiliser puissamment ses serviteurs et va confirmer sa parole en sauvant, délivrant, bénissant, guérissant, élevant, protégeant son peuple que nous sommes. L'ouverture de cette conférence d'évangélisation était accompagnée des moments de prière, de louange et d'adoration. Lancement du concours Mutu Award à Kinshasa, un prix qui va honorer les acteurs congolais du numérique, une initiative qui entend booster ce secteur porteur de croissance économique pour la République démocratique du Congo. La grande soirée de remise de trophées aux 14 lauréats de cette première édition est fixée au 14 septembre 2024. Promouvoir les secteurs du numérique en République démocratique du Congo, porteur de développement, auquel tient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà tout l'enjeu du prix Muntu Award, dont la soirée finale sera organisée le 14 septembre prochain au Pullman Hotel à Kinshasa, qui consacrera 14 lauréats qui se distingueront dans 9 catégories. Le coordonnateur du trophée Muntu Award en donne les objectifs. Avec l'accompagnement de l'agence de développement numérique qui est une structure de la présidence de la République, avec l'accompagnement du ministère des Postes
télécommunications et numérique. Et déjà, à ce stade-là, nous pouvons être ravis de pouvoir avoir et trouver écho auprès des institutions pour accompagner la jeunesse, accompagner le secteur privé dans son développement. Et donc, cette promotion que nous voulons faire à travers cette initiative, nous sommes fiers de savoir que ça a porté son écho et que la presse aujourd'hui, ici en tant que quatrième pouvoir, a donc cette responsabilité de s'inclure en tant que ces nouveaux narrateurs qui comptent aujourd'hui que le Congo n'est pas que la rumba ou le Mumba, mais c'est aussi et avant tout et surtout la technologie et le numérique. Pour le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique, ces trophées tombent à point nommé. Bien, nous saluons cette initiative des prix Muntu qui vont récompenser les acteurs de l'écosystème de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, a fait du numérique un pilier important de sa politique qui est aujourd'hui déclinée et mise en œuvre par le gouvernement. Et bien sûr, pour que nous puissions capitaliser sur ce secteur, nous avons besoin des talents congolais, et ces talents congolais existent. Il est à noter qu'avec cette conférence de presse, la voie est donc balisée pour la soirée finale du trophée Mutuawa. De faire des paramétrages. Allez, on va prendre ce communiqué nécrologique avant de clore ce journal. La direction de l'ERT Éduc présente ses sincères condoléances à monsieur Rossil Martin Mbouyamba, directeur au département des informations qui a perdu son père il y a peu. Théodore Mbouyamba Lupunda, ancien cadre du groupe Chani Metal, a rendu l'âme le vendredi 19 juillet 2024 à l'âge de 82 ans. Le programme des obsèques se présente comme suit. Veillée mortuaire vendredi 26 juillet 2024. Les portes seront ouvertes à 20h à l'ancien espace Silva Décor, assise numéro 41 avenue Caniveau, troisième porte Istar, première porte Phoenix, quartier Beaumarchais. Quant à l'enterrement, il interviendra le samedi 27 juillet 2024 de 11h à 12h clinique quinoise, 12h30 cimetière de la Gombe, 13h30 bain de consolation à la salle Phil-Louis au quartier Beaumarchais. Voilà, c'est sur cette note que nous clôturons cette première partie du journal. Place à la revue de presse. C'est la revue de presse sur la RT Éduc. Stella Kitoko, bienvenue. Merci. Deux titres qu'on pose votre revue de presse. On va prendre le premier. Au Haut-Ouélé, environ 730 enfants répertoriés dans les sites miniers de Menze et de Barao en 6 mois. Voilà qui est triste, Patient Tchaba, l'ONG Réseau des environnementalistes et des communicateurs des ressources naturelles, a livré ce chiffre mercredi 24 juillet à Isiro dans son rapport sur l'exploitation des enfants dans les carrières artisanales, renseigne radio-okapi.net. Selon cette organisation, l'usage de cette main-d'œuvre a des conséquences graves, surtout sur la santé de ces enfants qui manipulent des produits toxiques. Pire, ces enfants sont utilisés notamment pour le transport de minerais et leur nettoyage à l'aide du mercure. Ceci les expose à des diverses maladies dont la tuberculose, la typhoïde, commente l'agence d'information. D'autres enfants, surtout les filles, sont utilisées pour la vente des beignets, des pains et d'autres produits dans ce site minier. Mediacongo.net, pour sa part, ajoute que certains adultes en profitent pour abuser d'elle et la plupart souffrent de maladies sexuellement transmissibles, dénoncent les responsables de cette ONG. Le coordonnateur de cette structure, Dieu merci, Touambe plutôt, a par ailleurs appelé le gouvernement provincial et national à des mesures sévères contre ces exploitants miniers en vue de protéger le droit de ces enfants vulnérables. Il faut savoir, Patient Tchaba, que ces enfants, la plupart
plupart de ces enfants ont abandonné depuis plusieurs années le chemin de l'école. Note Dieu merci Touembae renchérit cette même source. Alors on va prendre cette deuxième et seconde, on va dire, dernière relance. Modernisation du port de Matadi. Le gouvernement tient à un partenariat gagnant-gagnant entre l'ONATRA et le groupe MCTC. Le ministre de Finances a tenu une séance de travail mercredi 24 avec la délégation intersyndicale de l'Office national de transport ONATRA, rapporte Actu30.cd. La diffusion était basée sur notamment la relance des activités portuaires et des chemins de fer en République démocratique du Congo, mais aussi la subvention et l'intervention de l'État dans le partenariat public-privé de la concession du port de Matadi, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'était engagé à doter les entreprises publiques de moyens adéquats en vue de le rendre plus compétitive et viable. Relayé par 7sur7.cd, face à la presse, au sortir de cette rencontre, le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Osassé, a salué la détermination du ministre des Finances qui a matérialisé la vision du chef de l'État, Armand Osassé. À Doudou Fouamba vient de démontrer son nationalisme à l'instar de Patrick Emery Lumumba dans sa promptitude à exécuter les engagements du gouvernement pour le bien-être social des agents de l'ONATRA et la préservation des emplois au port de Matadi. Voilà, c'était la revue de presse sélectionnée et présentée par Stella Kitoko, à qui j'ai dit merci. Merci à vous également, Patient Chaba. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal sur la RT du. On prend rendez-vous pour demain, à la même heure.